Après que les États-Unis aient donné par l'entremise de son président, M. Joe Biden, qui était d'ailleurs sous le sol étranger au Brésil, au sommet du G20, et l'Amérique a donné finalement l'autorisation à l'Ukraine de pouvoir utiliser ses missiles à longue portée sur le sol russe. Une décision qui a été suivie par celle du Royaume-Uni qui a autorisé également l'Ukraine d'utiliser ses armes et ses missiles à longue portée sur les sols russes également. Quelques jours après, c'était le tour de la France pour donner cette même autorisation. Mais la Russie avait déjà montré ses intentions que si jamais l'OTAN, les pays de l'OTAN donnaient cette autorisation à l'Ukraine d'utiliser ces types d'armements sur son sol, ça serait pour elle une ligne rouge à ne pas franchir et qu'elle utiliserait des moyens proportionnels pour répondre et riposter, ce qui est tout à fait logique pour une puissance comme la Russie. Ce qu'elle a pu faire après cette autorisation, l'Ukraine a utilisé effectivement des armes et des missiles américains pour frapper des cibles sur le sol russe et la Russie a riposter de la plus mauvaise de manière. Bon, la plus mauvaise, c'est peut-être pour ceux qui font des analyses en disant voilà que la Russie elle a été un petit peu brutale, mais pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la Russie a utilisé le missile balistique intercontinental que les Américains considèrent à moyenne portée, et voilà donc un missile qui est capable de porter jusqu'à 10 têtes. 10 têtes, donc de 5 à 10, parfois même 12, et c'est un missile qui va de Mach 5 à Mach 10, qui court, mais vraiment qui a une vitesse incroyable et qui est difficilement interceptable. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en Ukraine, aucun système de défense antiaérienne n'a osé l'intercepter, et ces missiles a frappé sa cible avec précision. Donc, quand vous avez un missile qui débarque sur vous avec autant de têtes, et chaque tête est capable de fonctionner indépendamment d'autres têtes, donc ça se repartit et ça peut frapper plusieurs cibles. Est-ce que la Russie, elle a bien fait? On peut pas dire ça. Dans le langage de la guerre, c'était tout à fait logique pour une puissance comme la Russie de pouvoir réagir après une telle autorisation. Sans compter ici, donc, on va parler également de l'accord entre la Russie et la Corée du Nord, ce rapprochement brutal qui nous laisse penser le pire, donc par la signature d'ailleurs ici de la défense, de l'accord de la défense mutuelle, ce qui veut dire que chaque pays, donc la Russie comme la Corée du Nord, décide ou s'engage à pouvoir intervenir militairement lorsque l'autre est attaqué. Donc ici, il faut quand même pas oublier que la Corée du Nord est l'une des armées les plus puissantes de la planète, avec des effectifs allant de 1 200 000 à 1 500 000 selon quelques estimations, des militaires effectifs dans ses rangs, et une économie quasi en guerre depuis plusieurs années à cause des multiples embargos, multiples sanctions occidentales. Et donc, ça fait que la Corée du Nord s'est renfermée sur elle-même et ne fait que produire les matériels militaires. Et c'est pas pour rien qu'elle est aussi une puissance nucléaire. Donc, en termes militaires, elle fait peur tout autant que la Russie. C'est une armée extrêmement puissante qui peut terrifier même les États-Unis d'Amérique. On l'a vu dans l'histoire avec ses bras de fer, notamment entre Kim Jong-un et le président Trump. On ne peut pas également ignorer ces rapprochements aussi furtifs, mais qui de plus en plus se fait ressentir entre la Chine et la Russie, qui sont d'ailleurs des amis de longue date, dont on ne peut pas l'ignorer. La Chine qui apporte son soutien, qui commence à être beaucoup plus visible ces derniers temps, à la Russie, sans oublier également l'apport ou bien les rapprochements avec Téhéran. Donc ici, on est en train de voir la Russie qui a pas mal d'acteurs, pas mal d'alliés stratégiques, qui sont des pays extrêmement puissants, qui se rangent derrière elle, et en face d'elle, il y a l'Ukraine qui s'est fait de plus en plus équipée par les pays de l'OTAN. Alors ici, la question fondamentale qui reste pendante, c'est que sommes-nous là en plein dedans de la troisième guerre mondiale? Est-ce que la troisième guerre mondiale a déjà commencé? Alors, si vous voulez connaître un petit peu la réponse, c'est tout de suite après ces génériques. Allez, on y va. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.
Salut, moi c'est Jonas Mayala, j'ai le réel plaisir de venir encore une fois de plus aujourd'hui nous entretenir sur ces dossiers, cette analyse, cette situation qui fait couler de l'encre depuis maintenant 3 ans. Alors je vous rappelle l'objectif de la Géodé Sud. La Géodé Sud, c'est en fait une plateforme qui vient révolutionner la pensée sudiste. Et quand on parle de Sud, ici c'est le Sud global. Tous les pays qui entre guillemets sont non alignés, qui ne se retrouvent ni dans le pays occidentaux, les pays de l'OCDE, ni dans le pays des BRICS, les pays qui se croient, qui sont déjà des pays émergents, et donc des pays qui sont carrément non alignés, dont les populations sont carrément parfois livrées à elles-mêmes, et leur mindset pense que pour être bien, pour se développer, il faut forcément s'accrocher, aller dans un pays développé ou vivre aux côtés des pays des BRICS et tout le reste. Donc voilà, avec cette mentalité, ça freine, d'autant plus que nous avons un potentiel incroyable pour pouvoir prendre de l'envol. Et donc cette plateforme, c'est justement pour venir révolutionner la pensée sudiste au sujet du développement avec des questions de la géopolitique et de l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, nous allons un petit peu nous entretenir sur ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'on commence à prendre goût, on oublie, ou peut-être on fait semblant, on est peut-être pratiquement dans le déni de ce qui se passe en Ukraine. Et déjà, nous savons très bien qu'au Moyen-Orient, c'est le feu. Au Moyen-Orient, c'est le feu. Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est dévastateur. Le Moyen-Orient peut-être sembler un peu plus éloigné d'ici, mais ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine, il faut savoir que là où se passe la guerre, c'est à 1500 km de Paris. Donc, c'est pas de la France. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Avec ce qui se passe là, est-ce que ne sommes-nous pas là dans la 3e guerre mondiale? Rappelons déjà rapidement ce qui a conduit les contextes de la Seconde Guerre mondiale. On va pas parler de la Première Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un bloc de pays, notamment le bloc ici, c'était l'Italie, le Japon, l'Allemagne, et ici c'est l'Allemagne nazie, qui ont affronté un autre bloc ici, notamment la France, l'Angleterre, la Russie et tous les pays de l'Ouest. Les États-Unis n'étaient pas encore concernés, mais ce n'est qu'après, je crois, rentrer en guerre, et là, on a compris que les dangers ou l'issue était assez compliquée pour les blocs de l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Est-ce que là, sommes-nous pas dans le même scénario? Le scénario où il y a des pays qui se font la guerre et chaque côté, voilà, il y a un peu du soutien, le soutien d'un nombre important de pays. Parce que si on prend seulement la Russie avec son arsenal militaire, ajouter à celui-ci l'arsenal de la Corée du Nord, de l'Iran, voilà, la guerre peut durer longtemps. Parce qu'il s'agit ici des arsenaux les plus redoutables de la planète. Et que dire de l'arsenal de pays de l'OTAN? Les pays de l'OTAN qui sont des pays constitués pour la plupart des pays riches et qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir financer une guerre sur des très très longues durées. Rappelons encore ici notre souvenir sur la guerre, ce qu'on a appelé la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire en 1945, le monde a été un petit peu stabilisé, notamment avec la création des Nations Unies pour éviter, pour dire plus jamais de ça, du plus jamais ça. Mais là, on voit encore en 1962 un élément majeur qui a failli basculer le monde dans un conflit mondial, la 3e guerre mondiale qui a été échappée de justesse. Donc ici, le bloc de l'Union soviétique, donc l'ex-URSS, qui allait affronter les États-Unis, et cela a été évité de justesse parce que l'ordre au niveau de l'armée américaine était donné au sous-marin, au capitaine du sous-marin, pour pouvoir ouvrir le feu sur les navires des soviétiques. Et donc, le capitaine de bord a tout simplement refusé d'exécuter cet ordre-là qui allait plonger le monde dans un conflit, mais vraiment dévastateur parce que là, le bloc américain contre le bloc soviétique constituait le principal arsenal nucléaire et le monde allait être plongé dans un hiver nucléaire pendant au moins 10 ans. Et quand on a évité ce pire-là, et donc les deux blocs ne se sont pas affrontés militairement, c'est pourquoi on ne parle pas de la guerre mondiale, on parle de la guerre froide. La guerre était bel et bien là, mais parce qu'ils ne se sont pas affrontés militairement, donc on parle ici de la guerre froide. Ça veut dire qu'on est resté sur la 2e guerre mondiale. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de la 3e guerre mondiale, on énonce un peu le scénario de la 3e guerre mondiale, tous les yeux se tournent vers potentiellement l'Indo-Pacifique, ça veut dire la Chine qui affronte les États-Unis. Et donc ici, l'ennemi juré, cet ennemi qui menace véritablement l'hégémonie américaine, c'est la Chine. C'est la Chine qui est capable d'affronter les États-Unis sur tous les plans.
Et même quand on parle aujourd'hui de la guerre hybride, ça veut dire que ça se passe sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique, sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan scientifique. La Chine est le seul pays capable de pouvoir affronter l'Occident sur tous ces niveaux, à tout ce niveau-là. Alors, parce que les efforts américains se sont tournés dans l'Indo-Pacifique, et les États-Unis se sont mis à encercler la Chine avec ses multiples bases militaires et notamment le renforcement de ses liens avec des pays comme les Philippines, Taïwan, qui n'est pas encore un pays, mais vraiment un territoire qui est en bon terme avec les États-Unis, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, tous ces pays qui encerclent finalement la Chine pour pouvoir maîtriser la montée en puissance de cet empire du milieu. Les États-Unis qui concentrent leurs efforts sur la Chine, alors contre toute attente, on voit le danger surgir de l'Europe. Alors, je vous explique un petit peu ce qui fait que les États-Unis concentraient leurs efforts beaucoup plus sur la Chine que sur la Russie. Déjà de 1, lorsque Vladimir Poutine prend le pouvoir en Russie, alors Vladimir Poutine annonce l'intention de pouvoir devenir membre de l'Union européenne, fait savoir ses intentions de rejoindre l'Union européenne. Son dossier qui était d'ailleurs en cours, et puis voilà. Là, c'est Poutine de sa propre bouche, il annonce qu'il veut rejoindre le monde civilisé. Poutine considère l'Europe occidentale comme un monde civilisé et qui veut amener la Russie dans ce monde dit civilisé. Et donc, la Russie, on sent que c'est un ours blessé, un ours dépouillé qui ne peut pas être une menace pour les pays de l'OTAN parce que finalement, la Russie démontre cette envie de pouvoir rejoindre l'Alliance, rejoindre ici l'Union européenne. Et voilà, et sur le plan économique, il faut savoir ici que la Russie, c'est pas un pays qui fait peur économiquement, c'est le plus grand pays du monde, mais sur le plan économique, c'est pas un pays qui peut financer une guerre à long terme face aux pays de l'OTAN. Et donc la Russie présentait des menaces plus ou moins modérées. Je vais dire modérées. C'est que, même si tout le monde sait que la Russie c'est la puissance nucléaire mondiale, mais on se disait également, les pays de l'OTAN se disaient, mais la Russie, il faut qu'il soit fou, il faut que Poutine soit fou pour pouvoir affronter les pays de l'OTAN. La Russie n'a pas assez de moyens pour pouvoir tenir dans la longueur face aux pays de l'OTAN qui sont lourdement équipés, suffisamment riches pour pouvoir financer une langue sur une période extrêmement longue. Et donc les États-Unis se sont dit, ben voilà, on va se concentrer plutôt sur la Chine, parce que la Chine est le seul pays actuellement capable avec ses économies, sa puissance économique, pouvoir financer une guerre, même sur 10, 15, 20 ans, la Chine en est bien capable. La Chine a diversifié son économie, la Chine est un petit peu partout dans tous les secteurs, la Chine bat des records incroyables et donc il n'y a pas un pays qui est capable de tenir tête aux pays de l'OTAN que la Chine. Et les États-Unis ont fortement demandé d'ailleurs l'accord de l'Union européenne de pouvoir l'accompagner dans cette guerre contre la Chine. Les États-Unis et la Chine qui sont des partenaires économiques de longue date, ils sont des partenaires économiques de tous les ans, mais ils se font la guerre économique, commerciale depuis maintenant beaucoup d'années. Mais alors là, alors qu'on a baissé la garde, en Europe on a baissé la garde, même quand la Russie s'est préparée pour attaquer l'Ukraine, aucun pays européen n'avait sonné l'alarme pour dire que la Russie était capable d'exécuter ses menaces. On avait des indices qu'il y avait des troupes qui s'amassaient à la frontière ou aux frontières entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ce qui s'interprétait globalement au niveau de l'Europe comme une façon de protéger juste ses frontières, ça s'est fait et c'est normal. Beaucoup de pays, quand ils se sentent menacés, ils font quoi? Ils renforcent leurs frontières avec une présence militaire assez accentuée, accrue, mais aucun pays de l'Europe n'avait prédit un scénario selon lequel la Russie ou M. Poutine oserait envahir l'Ukraine. Jusqu'en dernière minute, ce sont les services de renseignement américains qui ont alerté l'Europe pour dire la Russie va attaquer. Et quand la Russie a attaqué l'Ukraine, là on est les 24 février, et c'était quelque chose, c'était comme une attaque éclair. En un seul jour, la Russie a atteint même Kiev. Et donc, voilà un peu le scénario. Et donc, le temps que la Russie, qui est le pays de l'OTAN, commence à s'organiser pour tourner maintenant leurs yeux vers l'Ukraine, la Russie a fait des ravages. Il est vrai que l'aide s'est fait suivre, mais pour quels résultats? Quels sont les objectifs que les pays de l'OTAN ont pu atteindre en Ukraine en donnant toute cette aide-là? Des milliards qui vont là-bas. Si nous disons qu'à la période de la guerre froide, le fait que les blocs américains
et de l'Union soviétique ne se sont pas affrontés militairement, on considère ça comme une guerre froide, mais là, je vous dis, il faut peut-être que vous soyez dans le déni total, c'est que les deux puissances nucléaires s'affrontent militairement. Là maintenant, les deux puissances nucléaires s'affrontent militairement. L'OTAN est en guerre contre la Russie et sur le plan militaire. L'enjeu ici, c'est que ce sont les puissances nucléaires qui décident de s'affronter dans une zone neutre pour ne pas faire recours à l'arme nucléaire. Si c'était directement sur l'un des sols, ça veut dire que ce soit sur le sol de l'OTAN ou sur le sol russe, alors chaque bloc était en droit de pouvoir utiliser l'arme nucléaire. Et donc le fait d'amener la guerre sur un terrain neutre, ça ne leur donne pas le droit d'utiliser les armes nucléaires, mais ce sont des blocs qui s'affrontent. Est-ce que ce n'est pas là une troisième guerre mondiale? Bien sûr que oui. Le monde est en plein dedans de la troisième guerre mondiale. Vous n'allez pas attendre, moi, qu'on vienne vous faire une annonce officielle pour vous dire, ah, maintenant c'est officiel, c'est la troisième guerre mondiale. On est en plein dedans de la troisième guerre mondiale. Ça, ce n'est pas la question. La question, c'est quelle intensité, quelle proportion cette troisième guerre mondiale va prendre. Si vous amenez dans la guerre des pays comme la Russie, derrière la Russie, il y a la Chine, il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord. Rien que ça, il y a peut-être la Syrie. Rien que ça, ça nous laisse penser au scénario de la Seconde Guerre mondiale. Parce que du côté de l'Ukraine, nous avons tous les pays de l'Union européenne, nous avons le Canada, nous avons les États-Unis, nous avons la Corée du Sud. Tous ces pays-là soutiennent l'Ukraine. Soutiennent l'Ukraine. Ces deux blocs-là qui s'affrontent, eh bien, on est en troisième guerre mondiale. Il faut voir les destructions qui se font en Ukraine. Malheureusement, et c'est vraiment malheureux pour le peuple ukrainien, que leur leader ait accepté que la troisième guerre mondiale se passe sur son terrain. Et à force de donner l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser des frappés en profondeur sur le sol russe, cela déchaîne un petit peu dans la doctrine nucléaire de la Russie de pouvoir faire recours à l'arme nucléaire. La Russie a changé sa doctrine nucléaire en la modifiant, en disant, voilà, parce qu'avant, c'était, la Russie ne pouvait utiliser l'arme nucléaire que lorsqu'elle est en conflit direct avec une puissance nucléaire. Mais là, ils ont changé leur doctrine. Et la doctrine stipule maintenant que la Russie peut utiliser l'arme nucléaire lorsque le pays ennemi s'est fait aider par une puissance nucléaire. Et on est dans cette situation-là. L'Ukraine n'est pas un pays qui est doté de l'arme nucléaire, mais parce que l'Ukraine s'est fait aider par une puissance nucléaire qui est l'Alliance transatlantique et l'OTAN, c'est que la Russie est en droit d'utiliser l'arme nucléaire. Quelques jours après, les États-Unis ont aussi changé la doctrine de leur force dissuasive. Ils ont aussi changé leur doctrine. Donc, vous voyez un peu dans quel scénario on se retrouve. Mine de rien, nous nous approchons de plus près chaque jour de l'utilisation des armes nucléaires. Dans le plus grand déni des Occidentaux. Voilà comment les autorités, les dirigeants occidentaux réfléchissent. Le temps de ramener les partis autour d'une table, de discuter ensemble, de trouver des solutions par voie diplomatique. Ah non! À Bruxelles, ils sont toujours sous le feu, alors qu'aucun pays européen n'est capable de se défendre face à l'arme nucléaire russe. Des analystes occidentaux disent que même les États-Unis n'ont pas un système de défense antiaérien pour stopper et intercepter les missiles balistiques intercontinentaux. Aucun pays n'a encore le système, même Israël, même les États-Unis, pour pouvoir intercepter ces missiles-là. Et ces pays sont en train de développer justement des systèmes anti-aériens, mais qui ne sont pas encore prêts. Si aujourd'hui la guerre nucléaire est lancée, les statistiques, et certains, il y a un député d'ailleurs russe qui a dit, les États-Unis seraient rasés jusqu'à 95%. Les pays européens qui sont à quelques kilomètres ici de la Russie, mais franchement, il y a des armes en Russie qui peuvent raser, un seul missile qui peut raser un pays grand comme la France. Et comme ça, en rigolant, on a des autorités, des leaders européens qui croient être de grands penseurs et qui amènent le monde tout doucement dans un conflit nucléaire. Si la Russie a utilisé ses missiles sur le sol ukrainien, cela est un message fort. Un message clair que voilà, nous sommes capables d'équiper ces missiles d'ogives nucléaires. Et aucun système occidental n'est capable de l'intercepter. C'est un message clair. Au lieu de ramener toutes les parties autour d'une table,
de trouver un consensus sur le plan diplomatique, interdire à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, ce qui peut être salutaire pour tous les continents. Mais non, nous avons des Macron, nous avons des présidents qui, on ne sait pas par quelle magie on peut avoir la victoire sur une puissance nucléaire. On l'a vu à la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis n'étaient pas dans le conflit. La Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'étaient pas concernés. Mais le fait que les États-Unis équipaient des pays comme la France, l'Angleterre et tout, le Japon a vu que c'était une menace. Le Japon a attaqué les bases militaires américaines. Et quand les États-Unis ont vu que le Japon les avait attaqués, et les États-Unis n'ont pas estimé nécessaire d'envoyer des armes conventionnelles pour attaquer le Japon. Parce que les États-Unis d'Amérique se disaient, le Japon c'est un pays extrêmement puissant déjà à cette époque-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut utiliser l'arme de destruction massive. Donc les États-Unis se sont résolus d'utiliser l'arme atomique. Et ce sera le cas avec la Russie. La Russie sait pertinemment qu'en cas de conflit avec l'OTAN, l'OTAN a suffisamment de moyens, d'ailleurs par les bases militaires qui ont déjà encerclé un petit peu la Russie, les bases militaires de l'OTAN sont aux portes de la Russie. La Russie le sait. Alors que la Russie n'a pas autant de bases militaires aux portes de pays comme les États-Unis et tout. C'est pour ça que la Russie a investi massivement dans ces missiles de longue portée. Malgré que la Russie compte aussi quand même un nombre important de sous-marins, lanceurs d'engins, qui sont dans le côte un peu partout dans les océans et tout, dissimulés un petit peu partout. Mais en matière d'avantages, les pays de l'OTAN ont un avantage incroyable sur la Russie. Ça veut dire que si le conflit entre la Russie et l'OTAN est déclenché aujourd'hui en l'espace de quelques heures, le ciel russe peut être directement envahi par les avions de chasse occidentaux. Et donc pour éviter de telles pertes inutiles, ce que la Russie va faire, eh bien elle va faire comme les États-Unis en 1945. Elle va autoriser directement l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est fini. Au lieu de perdre autant de personnes, autant de trucs, il faut utiliser l'arme nucléaire. Ah, c'est clair. C'est clair. Et donc, c'est à ça que l'on joue. C'est vers ce scénario qu'on s'en approche. C'est un peu c'est compliqué, mais voilà, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, tous les yeux sont rivés vers le nouveau locataire de la Maison-Blanche. C'est comme un petit peu Donald Trump ici, il est comme le sauveur du monde. Il vient, c'est l'issue de cette guerre dépend de lui. La décision qu'il va prendre, c'est celle qui va redessiner les cartes sur l'issue de cette troisième guerre mondiale. Si elle va monter en intensité ou si elle va baisser en intensité. Il y a les agents qui étaient dans les services de sécurité les plus renforcés qui ont déserté en Russie et qui sont venus en Europe pour révéler des secrets incroyables. Il y a un qui a révélé, ça je crois en Angleterre, il a dit, dès le jour où le président Poutine a ordonné qu'on envahisse, qu'on attaque l'Ukraine, il y avait déjà le KGB qui s'occupe de l'arsenal nucléaire qui était en alerte maximale. En alerte maximale. Parce qu'ils sont logés dans un endroit top secret où personne ne sait. Ils étaient en alerte maximale. Ça veut dire que la Russie était prête ces jours-là à ouvrir le feu sur l'OTAN. La Russie se disait, nous allons attaquer l'Ukraine, mais si les pays de l'OTAN ripostent, nous allons riposter pas de n'importe quelle manière, directement, l'arme nucléaire. Et ils ont baissé le niveau d'alerte quelques semaines plus tard, quand ils ont vu que les pays de l'OTAN ont agi avec beaucoup de sagesse en n'attaquant pas directement la Russie. Ça veut dire que la Russie n'aura pas le temps à perdre. Dès que le conflit est officialisé avec l'OTAN, la Russie va recourir à l'arme nucléaire. Et ça va être une destruction incroyable. Qu'est-ce que je veux dire maintenant pour les pays du Sud? Qu'est-ce que je veux dire pour l'Afrique? Il faut que l'on sache, ceux qui pensent être les dirigeants mondiaux, parce que si on parle de l'Union européenne, on parle des États-Unis, on parle du Canada, les pays qui pensent conduire le monde, ces pays sont aveuglés par un pouvoir insatiable. Ils sont insatiables de pouvoir. Chaque pays puissant veut garder sa position, quitte à mettre le monde entier en danger. Ça veut dire que ce sont des leaders sans le savoir qui exposent la vie de leurs concitoyens. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe en Ukraine à l'est du pays, où les décisions d'un homme comme Zelensky mettent en danger et en péril la vie de millions de personnes à l'est du pays. Le pays a été dépeuplé de sa population jusqu'à, je crois, on parle de, maintenant les statistiques parlent de 10 millions d'habitants. L'Ukraine a été vidée de 10 millions d'habitants. Pour compter ceux qui sont morts sur le champ de bataille et ceux qui ont fui le pays. C'est 10 millions d'habitants qui sont partis, 10 millions de gens qui sont partis. 10 millions de personnes. Et les gens ont peur de se reproduire en Ukraine à cause de la guerre.
Ça veut dire que la décision de certains leaders politiques, de certains leaders mondiaux, ces décisions peuvent conduire des populations entières dans une vie infernale. Là, sudiste, j'envoie un message clair. L'Afrique, l'Amérique latine, l'histoire n'est pas encore clôturée. On a un rôle à jouer. C'est ici qu'il faut comprendre que toutes ces zones-là qui ne sont pas directement liées à ces conflits vont devoir accueillir beaucoup de migrants. Alors préparons-nous. Développons l'Afrique. Alors que les pays de l'Europe, les grands, veulent garder leur position, quitte à développer. Aujourd'hui, on parle des armes qui, si on les libère, capables de détruire, regardez Gaza. Regardez Gaza, regardez Liban, les Beyrouth. Regardez la Syrie, regardez l'Est de l'Ukraine. Si ces armes-là sont lâchées, libérées sur les villes européennes, la vie sera tout simplement invivable ici. L'air sera irrespirable. Et les Européens, les pays du Nord, leur population, ils vont fuir pour aller où? En Afrique, berceau de l'humanité. J'aimerais que chaque Africain marche avec cette assurance que nous avons un rôle à jouer. C'est pas aujourd'hui, même demain. Nous avons un rôle à jouer et qu'on est important. Où que nous soyons, nous avons de la valeur. Alors, voilà ma petite analyse et j'espère que vous allez prendre ça avec beaucoup de sagesse. Ce n'est pas une parole d'évangile. Tout le monde est libre de pouvoir émettre son analyse à lui selon qu'il l'entend et le sent. Voilà, libre à vous-même de pouvoir faire vos commentaires et tout. Donc, on se tient au courant dans nos prochaines émissions. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce de like juste comme ça, ce qui va vraiment nous encourager à pouvoir aller encore de gloire en gloire. Allez, ciao, bis. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.